Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au casse-tête mécanique. Aujourd'hui, on va bousculer un tout petit peu les habitudes puisque je ne vais pas vous parler de cubes réels, mais de cubes virtuels puisqu'on va essayer dans cette vidéo de reconstruire un Rubik's Cube à l'intérieur du logiciel Blender. Cette vidéo ne vous détaillera pas l'utilisation du logiciel Blender, mais vous pouvez vous reporter sans problème aux nombreux tutoriels qui sont en ligne sur YouTube pour vous aider. Ici, moi j'ai simplement surligné mon curseur pour vous aider à mieux suivre ce que je fais. Et dans le coin de l'image, vous aurez toujours en rappel les raccourcis clavier que j'utilise et ainsi que le rappel des boutons de la souris. Pour commencer notre Rubik's Cube sous Blender, on va utiliser la scène qui est chargée par défaut et qui comprend une caméra, une lumière et un cube, qui est le cube standard chargé par défaut lorsqu'on commence un nouveau projet. Alors ce cube, d'ordinaire, on peut l'effacer pour le remplacer par autre chose, mais là, je vais m'en servir pour construire la première pièce élémentaire de mon Rubik's Cube. Pour commencer, je vais m'approcher un petit peu, je m'assure qu'il est sélectionné, je vais passer en mode édition, et je vais casser un peu toutes ces arêtes, puisqu'on n'a jamais une pièce avec des angles aussi vifs. Donc à partir du mode édition, je vais ajouter un chanfrein sur toutes ces arêtes, comme ceci. Alors je ne vais pas faire un chanfrein avec un seul segment, avec la roulette de la souris je vais en placer 3 comme ceci, à peu près comme ça. Et pour faire les choses plus précisément, je vais rouvrir ce petit menu et en face de cette rubrique, je vais mettre 0,2 et à la place de cette option, qui pour l'instant est repérée Sharp, moi je vais choisir Arc, comme ceci. De cette manière, on voit qu'on a adouci tous les angles de notre pièce élémentaire, ce qui va servir à notre pièce élémentaire de base, et on remarque aussi qu'on a défini un contour avec des angles arrondis ici, qui serviront à dessiner les étiquettes du cube, si on considère que notre cube porte bien des étiquettes. La forme de cette pièce élémentaire est maintenant terminée. Je vais simplement repasser en mode objet pour l'adoucir encore, en cliquant à droite et en choisissant Shade Smooth. Et on a ainsi une pièce élémentaire exactement comme celle d'un Rubik's Cube, avec des arrondis un peu partout. On va passer dans ce mode d'affichage qui permet de mieux voir les matériaux, et on va définir un certain nombre de matériaux qui finalement seront des équivalents de couleurs qu'on va appliquer à cette pièce. On va rester sur des choses très simples, et pour ça, on va aller dans cette fenêtre, qu'on va agrandir un petit peu, et on voit que le matériau par défaut, c'est ce matériau blanc, qu'on ne va pas garder blanc, mais au contraire qu'on va assombrir, puisqu'on va considérer que toutes les pièces de notre cube sont à la base des pièces en plastique noir. Je vais en profiter pour renommer ce matériau. Et puisque notre pièce peut porter plusieurs matériaux, je vais prévoir des emplacements supplémentaires pour d'autres couleurs. Alors par exemple ici, ça me propose toujours par défaut un matériel qui est blanc. Je vais garder cette fois-ci cette couleur. Je vais la rebaptiser blanc. Et je vais ajouter ainsi toutes les couleurs caractéristiques du Rubik's Cube, que ce soit le jaune, le rouge, l'orange, le bleu, le vert. Et je vais même en rajouter une supplémentaire qui sera un peu mauve et qui me permettra éventuellement de marquer de façon plus visible certaines des pièces de mon cube. Je pourrai ainsi m'en servir dans le cadre d'une présentation par exemple. Donc je vais accélérer la partie suivante de la vidéo le temps que j'ai préparé toute cette partie. Voilà, on a maintenant toutes nos couleurs qui sont prêtes, on va pouvoir les appliquer sur notre pièce, mais avant, on va dupliquer cette pièce pour construire un véritable cube, c'est-à-dire un cube qui compte 3 fois 3 fois 3 pièces, comme celle-ci. Alors pour cela, on va prendre un petit peu de recul, comme ça. On s'assure qu'on a toujours la pièce sélectionnée et on va aller dans cet onglet, celui des modificateurs, et on va ajouter celui-ci, qui est l'équivalent d'un tableau. Alors, je vais me tourner dans ce sens, comme ceci. Ici, on voit qu'on a dupliqué notre pièce, on en a deux côte à côte. Moi, je vais monter à 3. On est sur l'axe X.
Alors je peux refermer les détails ici, et puisqu'on veut le faire sur les 3 axes, je vais dupliquer ce modificateur, et je vais tout de suite le dupliquer une deuxième fois, puisqu'on va également l'appliquer non pas sur l'axe X, mais sur l'axe Y. Et pour le troisième, on va l'appliquer sur l'axe Z, comme ceci. Alors je prends un petit peu de recul et je vois qu'on a bien reconstruit l'équivalent d'un Rubik's Cube. Je vais prendre un petit peu de recul, je vais déplacer, ou plutôt je vais cacher ma lampe, je m'en occuperai tout à l'heure, de même que ma caméra. Je vais me mettre en vue de face, je vais sélectionner mon ensemble de cubes, et je vais les déplacer pour recentrer tout ça par rapport à mes axes. Donc ici on est sur la vue de face, je vais passer sur la vue droite, et je fais la même chose en m'accrochant à la grille, comme ceci. Maintenant, je vais repartir sur ma pièce élémentaire de base que je reconnais puisque son origine est ici. Pour l'instant, on l'a simplement dupliqué, mais on n'a pas des pièces séparées. Avant de séparer les pièces, on a quelques petites choses à faire. Donc si je resélectionne cette pièce, et si j'appelle ce menu, dans la rubrique Item, je vois qu'en particulier, les rotations de la pièce de base sont repérées sur les 3 axes X, Y, Z, mais ils sont repérés avec le système des angles de l'air, avec l'ordre X, Y, Z. Pour la suite, et je vous le montrerai en fin de vidéo, j'ai choisi non pas seulement de représenter un Rubik's Cube sous la forme de modèle 3D, mais je vais également animer ce modèle. Et pour ça, je vais plutôt choisir ce système de codage, les quaternions. Alors, je ne vais pas vous détailler ce en quoi il consiste, mais simplement ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup plus rigoureux lorsqu'on veut coder des rotations dans l'espace, et en particulier lorsqu'on veut composer des rotations, puisqu'on pourra faire tourner une rangée, après faire tourner une autre rangée, sans que ça pose de problème. Pour faciliter la manipulation du cube, je vais ajouter à l'origine du repère, ici, sur ce curseur 3D que je n'ai pas déplacé, un autre objet qu'on appelle empty dans le jargon de Blender, et qui en fait est un objet vide qui peut servir de repère. Alors je vais passer en transparence pour mieux le voir. Voilà. Je vais augmenter son échelle pour le faire dépasser du cube, ça sera plus pratique pour la suite. Je peux repasser ensuite en mode normal sans la transparence. Et je vais prendre mon cube de base pour rendre parent cet objet empty que je viens de rajouter. Autrement dit, c'est cet objet qui va ensuite piloter en quelque sorte les déplacements et les rotations de ce cube de base. Donc je prends mon cube de base, je sélectionne ensuite cet objet et j'en fais l'objet parent comme ceci. On remarque bien que le cube de base dépend de cet objet-là, que je ne vais pas garder sous la forme empty, mais que je vais rebaptiser noyau. Pour séparer mes cubes élémentaires, je vais sélectionner une nouvelle fois l'ensemble et je vais appliquer un par un les modificateurs, celui-ci, celui-ci et celui-là. Et maintenant, lorsque je sélectionne l'ensemble, j'ai toujours un cube unique, mais il me suffit de passer en mode édition. On voit ici tous les points qui constituent ces cubes. Je sélectionne l'ensemble et je vais séparer tous les éléments qui n'ont pas d'arête entre eux, donc by loose path, c'est-à-dire par partie indépendante en quelque sorte, et ça me donne ceci. Si je repasse en mode objet, j'ai toujours mon cube de base, mais j'ai également mes autres cubes, cette fois-ci séparés. Ça se retrouve ici dans cette fenêtre de Blender, on a toujours le noyau au centre, et on a tous ces cubes indépendants qu'on va pouvoir traiter comme des objets indépendants à partir de maintenant. Pour des questions pratiques, on va parenter tous ces cubes à l'objet noyau. Alors pour ça,
je peux les sélectionner à partir d'ici. Je sélectionne en dernier le noyau et j'en fais l'objet parent pour tous ces cubes. Voilà. Il me reste une dernière chose à faire. Si je resélectionne l'ensemble de ces cubes, je peux faire un clic droit pour définir une origine commune que je vais placer sur le curseur 3D que j'ai laissé à l'origine du monde, de Blender. Je vais ensuite pouvoir passer aux couleurs. Donc je repasse en mode édition. Je vais sélectionner tous les cubes et je vais pouvoir leur appliquer la couleur noire avec Assign. Voilà. Ici on ne voit pas le noir, mais c'est parce que je ne me trouve pas dans le mode de visualisation approprié. Voilà, donc tous nos cubes sont noirs et on va pouvoir commencer à colorier les faces de ces cubes, ce qui correspond aux étiquettes sur un véritable Rubik's Cube. Donc si je commence par le bas, par exemple, je vais sélectionner en mode face ces 9 facettes et je vais commencer par exemple par le blanc, sachant que j'ai toujours l'habitude de placer la face blanche vers le bas quand je commence la résolution d'un Rubik's Cube. Voilà, donc ici le blanc se trouve sur la face du bas. Si le cube est résolu, à l'opposé du blanc, on trouve normalement du jaune. Donc je vais choisir le jaune et je l'applique. Si je considère que ceci est ma face avant, je peux prendre n'importe laquelle des 4 autres couleurs, mais je vais considérer pour l'exemple que ce sera ma face rouge. Voilà. À l'opposé du rouge, on a de l'orange. Et pour placer les deux dernières couleurs, il faut se souvenir qu'on a toujours les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur un Rubik's Cube, s'il respecte le thème de couleur standard. Donc si on place du bleu ici, on aura bien bleu, blanc, rouge dans le sens anti-horaire. Alors pas celle-ci, voilà. J'applique le bleu et à l'opposé du bleu, j'applique le vert. Pour avoir une petite idée de l'aspect de notre cube, on va remonter dans cette fenêtre, on peut fermer tout ça. Je vais remettre la lumière et ma caméra. Alors ma lumière, je vais la déplacer un petit peu. Ah oui, je suis en mode édition, donc il faut que je repasse en mode objet. Voilà, j'ai à nouveau ma lumière, je vais me mettre en vue de dessus. Alors si ma caméra est par là, je vais mettre ma lumière plutôt de ce côté. Je vais la monter un petit peu, comme ça. Je vais aussi la rendre beaucoup plus puissante que ce qu'elle est au départ. Et je vais passer en vue caméra, comme ceci. Alors on va reculer un petit peu. Je vais rappeler ce menu là, View. Je me mets sur Camera to View. Comme ça, ça me permet de régler en direct ce que je fais. Voilà, je me remets en Camera to View. Je recule un petit peu. On va se mettre par exemple comme ça. Je peux fermer cette fenêtre. Alors, et maintenant je vais régler la taille de mon image. Alors je vais me mettre sous Cycles pour ce qui est du moteur de rendu. On va pas faire une image trop grande dans un premier temps. Je vais faire par exemple du 640 par 640, ça fera une image carrée. Je vais ajuster ma caméra. Voilà, puis reculer un petit peu, qu'on voit mieux ce qui se passe. Alors je passe en mode rendu ici. Voilà, bon, on a un petit reflet. Je vous ai dit qu'on ferait quelque chose de très simple au niveau des matériaux. On peut évidemment améliorer tout ça, mais le but était de faire un Rubik's Cube assez schématique qui peut servir pour une présentation.
Et puisqu'on parle de présentation, ça serait peut-être utile qu'on ait un fond transparent autour de notre cube pour l'intégrer plus facilement dans un autre document. Donc on va passer par ce menu, on va dans Film, on coche Transparent, et on voit que la trame de fond a changé. Et pour rendre une première image, on va presser F12. Voilà. On n'a plus qu'à sauvegarder notre image. Alors je vais la mettre par exemple sur le bureau. Je vais appeler ça 3 par 3. 3 par 3, ça ira très bien. Hop. Et ce que j'ai oublié de faire, je vais le faire tout de suite, c'est que je n'ai pas sauvegardé mon modèle. Alors je vais me remettre sur le bureau et je vais aussi l'appeler 3 par 3. Voilà. Je vais sortir un moment de la vue caméra. Je vais repasser dans ce mode-là, le mode où on voit les matériaux mais pas les effets d'ombre et lumière. Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais pouvoir animer ce cube. Alors par exemple, imaginons qu'on veuille faire tourner cette rangée gauche. Alors je vais agrandir cette partie. C'est justement ce qui va nous servir pour régler les différentes rotations. Je vais mettre une image de début à 0 par exemple. Et je vais m'y mettre. Voilà. Donc à l'image 0, je vais sélectionner le noyau. Je vais même sélectionner tout ça. Et je vais appuyer sur I pour insérer une image clé de tout ça. Alors je vais prendre Location and Rotation, comme ça on a à la fois les positions et les angles de rotation de tout ça. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner la rangée que je veux. Alors j'ai deux façons de le faire, soit je peux faire une sélection cube par cube comme ça, ou si je veux quelque chose d'un peu moins fastidieux, je vais me mettre en vue de face. Je n'oublie pas de me mettre en mode transparent pour sélectionner même les cubes qui se trouvent derrière, et je peux sélectionner toute ma partie gauche ici. Alors j'ai oublié de masquer l'objet noyau, je vais recommencer. Je vais d'abord masquer le noyau, comme ça je ne pourrai pas le sélectionner, et je peux reprendre tous ces cubes. Donc à l'image 0, on a l'état initial de cette rangée, et si je me place par exemple à l'image 25, je vais pouvoir tourner tout ça autour de l'axe X, par exemple. Alors si je garde la touche majuscule enfoncée, je peux faire 5 degrés par 5 degrés, comme ça je peux viser exactement 90. Voilà. Sinon je peux retoucher la valeur dans cette petite fenêtre. Et une fois que je suis satisfait, je peux appuyer à nouveau sur la touche I, et j'enregistre à nouveau la position et la rotation, non pas de tout le cube, mais des cubes qui constituent cette rangée, comme ceci. Alors, un petit aperçu, je vais d'abord revenir à l'image 0, je peux désélectionner ces cubes, et en appuyant sur espace, j'ai ma première rotation. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais je vais en faire une autre, par exemple. Donc, je vais repartir sur l'image 0 qui est ici. Je vais resélectionner l'ensemble de mon cube. Je vais me mettre par là. Et admettons qu'on veuille faire maintenant une rotation de la rangée supérieure. Alors, je peux repasser en vue de face. Je suis toujours en mode transparent, donc si je sélectionne cette partie, normalement j'ai tous les cubes de la rangée supérieure qui sont sélectionnés. Je refais un état des lieux ici pour ne rien oublier. Et 25 images plus loin, donc par exemple à l'image 50, je vais faire faire un demi-tour à cette rangée. Alors ça sera une rotation autour de l'axe Z cette fois. Et je vais viser une rotation de 180 degrés. Bon, là j'ai mis moins 180 degrés, mais ça revient au même puisqu'on va effectuer un demi-tour. J'insère une nouvelle image clé, toujours avec le même principe. Voilà. Et on va pouvoir lancer l'animation en repartant de 0. Alors, on a vu des choses un peu bizarres là pendant l'animation. Regardez bien les cubes au sommet, les pièces cubiques au sommet dans cette rangée, vous allez voir,
Il y a un petit souci, voilà. Alors pourquoi on a ce problème? Simplement parce que les rotations, par défaut, sont paramétrées pour avoir une légère accélération au début et une décélération à la fin, c'est-à-dire qu'elles ne tournent pas de façon linéaire. On va rectifier ça. On va changer ici pour aller sur le Graph Editor. Et si on sélectionne à nouveau l'ensemble de notre cube, alors on va zoomer un petit peu, on a l'illustration de ce que je vous disais. Si on prend par exemple cette rotation, on part d'un état qui est ici, on accélère un petit peu et on décélère un petit peu à la fin pour arriver à cette nouvelle valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes ces courbes, on va appuyer sur T, et au lieu de choisir l'option par défaut qui est Bézier, des courbes de Bézier, on va choisir linéaire. Et là, on a des lignes droites, et normalement, on n'aura plus de problème. Si on revient à la timeline, ici, je peux lancer à nouveau mon animation, et là, tout se passe bien. Je peux donc continuer à composer des rotations sur mon Rubik's Cube, et je pourrais évidemment, si je le souhaite, exporter depuis ce modèle une version animée de mon cube. Ici, je suis parti d'un cube dans son état résolu. Rien ne vous empêche de colorier différemment les cubes élémentaires au début en partant d'un cube réel et ensuite d'effectuer des rotations pour montrer par exemple une partie de la résolution du cube. Voilà, j'arrête ici cette vidéo. Vous aurez compris que construire un modèle 3D animé d'un Rubik's Cube n'est pas très compliqué avec Blender. Je ne suis pas allé très loin pour les matériaux, mais on pourra évidemment toujours améliorer cet aspect. Et si j'ai pris ici comme exemple un modèle 3x3, rien ne m'empêchera de construire par exemple un 2x2 ou un 4x4 ou un 5x5 avec le même principe. La seule différence, c'est lorsqu'on utilise les modificateurs en début de construction, il suffit au lieu de mettre 3, de mettre 2 ou 4 ou 5. Et vous aurez exactement le même principe que vous pourrez suivre ensuite pour obtenir votre modèle final. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.